qui est extrêmement furtif et que l'on peut recomposer à travers son parcours. Et alors, ce qu'on retient à la lecture de votre portrait, c'est que la vie de Huysmans, ça a été avant tout une espèce d'errance, une espèce de flânerie intérieure. Effectivement, flânerie intérieure, aussi flânerie extérieure. Flânerie extérieure parce que Huysmans était un grand promeneur, un grand marcheur parisien. Il a véritablement redécouvert le Paris de son époque, à la fois le Paris moderne en pleine transformation et un peu plus tardivement le Paris antique, le Paris sur le point de disparaître sous le poids des travaux haussmanniens. Il s'est promené à l'intérieur de son esprit dans ce que Thérèse d'Avila appelait le château de l'âme, expression que vous reprenez. Absolument, oui. Il redécouvrira l'œuvre de Thérèse d'Avila sur la fin de sa vie. Et effectivement, toute l'œuvre de Huysmans s'est traversée, et c'est d'ailleurs ce qui est assez intéressant, aussi bien son œuvre romanesque que son œuvre de critique d'art, puisqu'il a eu une œuvre de critique d'art assez foisonnante et importante sur le plan esthétique. Et tant l'une que l'autre suivent le cheminement intérieur qui a été celui de Huysmans, qui l'a conduit dans ses débuts du naturalisme, à l'époque où il découvre et fait découvrir l'impressionnisme, à la période symboliste et à la redécouverte d'un art nouveau et en particulier de l'architecture moderne, puis tardivement, après sa conversion au catholicisme, à la littérature mystique. Et son œuvre suit, même si ce n'est pas une œuvre autobiographique, suit véritablement le parcours esthétique et psychologique de Huysmans, c'est certain. Alors on va reprendre un certain nombre de ces étapes. Redire d'abord que Huysmans, c'est pas tout à fait son nom, enfin Huysmans c'est son nom, mais son prénom il l'a changé. Il s'appelle en réalité Marie-Georges Huysmans et il s'est trouvé un pseudonyme, Patrice Lockman. Pour quelle raison? Exactement. Huysmans, ses prénoms de baptême étaient précisément Marie-Charles-Georges Huysmans, et il va transformer le Charles-Georges en Joris Karl pour montrer son origine hollandaise. En réalité, il était le descendant d'une longue lignée de peintres hollandais depuis le XVIe siècle. Son père lui-même, qui était d'origine hollandaise, était un artiste lithographe installé à Paris, qui produisait des gravures pour des ouvrages de Missel à l'époque, et son père était un véritable amoureux de la peinture, et en particulier de la peinture hollandaise, la peinture du Nord, et il emmènera régulièrement visiter les tableaux du Louvre, et en particulier ceux de Cornelis Huysmans, qui est un de ses ancêtres exposés au Louvre, un peintre paysagiste flamand du XVIIIe siècle. Donc c'est une grande famille de peintres, c'est ça que ça signifie? Il vient d'une grande lignée de peintres du côté de son père, effectivement, depuis le XVIe siècle. On retrouve tout un certain nombre de peintres hollandais célèbres, dont ce Cornelis Huysmans exposé au Louvre. Et c'est vrai qu'il sera assez fier de ses origines hollandaises. Il se définira d'ailleurs plus tardivement comme un inexplicable amalgame d'un Parisien raffiné et d'un peintre de la Hollande. Le premier texte que l'on connaît de Huysmans, c'est d'ailleurs une critique d'art sur la peinture hollandaise contemporaine. Et voilà que surgit déjà le Huysmans esthète. En même temps que s'appointait son désir de se soustraire à une haïssable époque d'indignes muflements, le besoin de ne plus voir de tableaux représentant l'effigie humaine tâchant à Paris entre quatre murs ou errant en quête d'argent par les rues était devenu pour lui plus despotique. Après s'être désintéressé de l'existence contemporaine, il avait résolu de ne pas introduire dans sa cellule des larves de répugnance ou de regret. Aussi avait-il voulu une peinture subtile, exquise, baignant dans un rêve ancien, dans une corruption antique loin de nos mœurs, loin de nos jours. Entre tous, un artiste existait dont le talent le ravissait en de longs transports, Gustave Moreau. Il avait acquis ces deux chefs-d'œuvre, et pendant des nuits, il rêvait devant l'un d'eux, le tableau de Salomé, ainsi conçu. Sainte dans À rebours, dont on entendait à l'instant un extrait lu par Jean-Baptiste Malâtre, eh bien Huysmans sera un esthète capable de rêver, j'imagine, pendant des nuits sur des tableaux, Patrice Lockman.
Effectivement, c'est quelque chose qui est assez assez visible dès le début de son œuvre. Dans son premier recueil en 1874, Le Drageoir aux épices, et dans le suivant, Croquis parisien en 1880, Huysmans s'adonne à des transpositions d'art. Il s'inscrit en cela dans la tradition ouverte avant lui par Baudelaire, Aloysius Bertrand ou encore Théophile Gautier, et il livre un certain nombre de transpositions d'exphrasis, notamment de tableaux de peintres hollandais. Il y a notamment cette fameuse description du bœuf écorché de Rembrandt, ou cette kermesse de Rubens. Pourquoi fameuse description ? Parce que c'est vraiment un texte absolument fantastique, où on retrouve ce qui fait aussi la caractéristique de Huysmans, c'est-à-dire cette recherche d'un vocabulaire extrêmement rare, extrêmement précis, pour pouvoir parvenir à rendre visuel le réel ou la peinture. Huysmans a recours à un vocabulaire extrêmement recherché, extrêmement précis, et d'ailleurs quand l'on parcourt les manuscrits et les fonds manuscrits de Huysmans, on retrouve des longues listes de vocabulaire qu'il avait, avant de débuter ses romans, établi pour s'assurer, lorsqu'il décrivait un milieu ou un personnage, d'avoir vraiment le mot juste. Alors évidemment, ça, c'est une influence qui est plutôt l'influence paternelle, ce père qu'il adorait, mais que malheureusement il va perdre très jeune, à l'âge à peu près de 8 ans, et là, sa mère va se remarier. C'est assez classique chez les grands écrivains, finalement. Le père meurt, la mère se remarie avec quelqu'un qu'on n'aime pas. C'est ça, on retrouve un peu le Baudelaire dedans, et c'est exactement ça. Sa mère se remarie, il n'aura pas une grande attirance pour ce beau-père, qui n'en aura Monsieur Hogg. Monsieur Hogg, voilà, le nom. Auger. Et qui n'en aura pas beaucoup pour lui non plus, qu'il l'envoie assez rapidement en pension. Huysmans gardera un souvenir absolument effroyable de ces années de pension, et c'est à cette époque qu'il commence à se plonger dans une sorte de mythologie, ou à se créer une mythologie de la peinture à travers tout ce qu'il avait pu vivre jusqu'à l'âge de 8 ans aux côtés de son père. Et aussi à lire Baudelaire. Et aussi à lire Baudelaire, pas seulement Baudelaire, il redécouvre Villon, il redécouvre tout un nombre de romanciers. Alors évidemment, à ses débuts, il est empreint de cette veine un peu romantique dont il va chercher assez rapidement à s'écarter avec la jeune génération d'écrivains naturalistes à laquelle il va bientôt appartenir. Donc ce monsieur Hogg va diriger sa vie d'une main de fer, mais c'est surtout à sa mère qu'il va en vouloir le plus. Et vous dites que les relations hommes-femmes, finalement, s'en ressentent dans les romans de Huysmans, c'est peut-être aussi même dans sa vie, Patrice Lockman ? C'est vrai. Alors dans sa vie, Huysmans fut un célibataire endurci. Il a eu une compagne pendant quelques années qui s'appelait Anna Meunier, qui est décédée malheureusement assez rapidement. On en dira un mot parce que c'est important pour certains de ses romans. Absolument. Mais Huysmans a vécu toute son existence une vie de célibataire, et l'on retrouve effectivement dans son œuvre toute cette vision absolument pessimiste, non seulement des rapports humains, mais en particulier de la vie de couple, avec parfois une certaine pointe de misogynie. On a entendu un extrait de En ménage en début de cette émission, qui est le grand roman dans lequel il décrit ce qu'il appelle les giboulées de la vie maritale. Ouais. Alors bon, il finit tant bien que mal tout de même ses études, le voilà qui devient bureaucrate. C'est pas si mal finalement, bureaucrate, Patrice Lockman. Oui, Huysmans fait partie de cette génération des écrivains fonctionnaires, un peu comme son ami Maupassant qui travaillait au ministère de la Marine. Huysmans qui s'est beaucoup ennuyé d'ailleurs là-bas. Qui s'y est beaucoup ennuyé. Les deux, parce que Huysmans a dû s'ennuyer au ministère de l'Intérieur. Visiblement, oui, c'est assez intéressant lorsque l'on consulte ses manuscrits. D'ailleurs, il y a un certain nombre de textes de cette époque qui sont écrits, rédigés au dos de papier à en-tête du ministère de l'Intérieur où il travaillait. Donc on peut supposer qu'il ne faisait pas que travailler pour le ministère de l'Intérieur. Mais effectivement, il rentre au ministère de l'Intérieur et parallèlement, il poursuit son œuvre. Bon, confort matériel, confort temporel, parce que ça lui laisse beaucoup de temps et ça lui permet de lire énormément, de flâner aussi chez les bouquinistes et d'écrire aussi, Patrice Lockman. Absolument, oui, c'est à cette époque, alors un peu avant de rentrer au ministère, Huysmans avait été à l'âge de 22 ans mobilisé au moment de la guerre franco-prussienne de 1870. Il en tirera d'ailleurs une petite nouvelle qui s'intitule Sac au dos, aux accents tout à fait anti-patriotiques et anti-militaristes. Il faut dire que plutôt que d'être sur le front, dès qu'il pouvait s'en aller pour visiter un musée en province, il n'hésitait pas à le faire. C'est ça, il lui est arrivé
arrivé à plusieurs reprises de quitter son bataillon pour aller visiter ou se balader dans la campagne, et de rentrer le soir et de trouver porte close, mais très rapidement il va tomber malade, sera dirigé vers un hôpital militaire à Évreux et sera démobilisé. Donc vous le dites bien, c'est d'abord un œil, Huysmans, c'est d'abord quelqu'un qui regarde et qui regarde en particulier la peinture. Effectivement. Alors c'est pas moi qui dis que c'est un œil, c'est Rémy de Gourmont qui aura cette phrase qui dira Huysmans est un œil. Zola à son tour écrira quelque temps plus tard la vie entre en lui parce qu'il ne veut pas le publier à Paris, mais parce que à Paris il y a la censure et que, étant donné la nature du roman, il pense préférable d'aller le publier à Bruxelles. Compagnie des auteurs sur France Culture. Alors, il va à Bruxelles pour publier ce roman. C'est compliqué d'ailleurs, il trouve pas tout de suite un éditeur. Il aime pas tellement Bruxelles. C'est une ville qui lui plaît pas, un peu comme elle n'avait déjà pas beaucoup plu à Baudelaire, Patrice Lecomte. Effectivement, il fera un court séjour à Bruxelles. Il s'y rend uniquement pour éditer cet ouvrage. Et puis il rentre à Paris avec ce roman, premier roman effectivement naturaliste. Et c'est à cette époque qu'il se rapproche de Zola. Il publie dès l'année suivante, en 1877, un texte qui s'intitule Émile Zola et l'Assommoir, qui est une défense d'Émile Zola qui se trouvait à l'époque attaqué par la critique, et également le premier, c'est un véritable article programmatique, premier manifeste du naturaliste dans lequel il va théoriser un peu sa méthode littéraire. Mais il part aussi à Amsterdam, vous avez sauté une étape, où là il va se ressourcer, parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit, dans la peinture, dans les tableaux, il connaît une véritable extase à découvrir la peinture qui est la peinture au fond de ses ancêtres, et notamment la Ronde de nuit de Rembrandt. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire finalement sur ce rapport profond qu'il entretient déjà avec la peinture ? Alors effectivement, c'est comme on l'a dit, quelque chose qui lui vient de son enfance, à la fois ses origines hollandaises un peu fantasmées, et puis je crois qu'il construit aussi cet imaginaire nordique en rejet d'une culture méridionale qu'il exècre véritablement. Oui, pour quelle raison ? Écoutez, je peux juste citer Huysmans, il l'explique très bien, il dit « Les méridionaux gueulent, ils ont un accent qui m'horripile et par-dessus tout le marché, ils font des gestes, je ne connais pas de race plus particulièrement odieuse, je hais par-dessus tout les gens exubérants. » Donc il y a effectivement chez Huysmans toujours cette recherche de la discrétion et une sorte de mystification de ce pays du Nord lié à son enfance, et qui va le conduire à travers la peinture à redécouvrir l'art de la Hollande, mais pas seulement, également de l'Allemagne un peu plus tardivement. Donc ça ne le rend évidemment pas très sympathique. Il n'a pas d'attirance, par exemple, pour la peinture italienne. Très peu, effectivement. Alors sur la fin de sa vie, il va effectivement redécouvrir un certain nombre de toiles d'œuvres religieuses, Fra Angelico notamment, qui l'influenceront énormément. Mais la peinture du Nord restera vraiment quelque chose de très marqué, en particulier les primitifs flamands qu'il redécouvre, Grunewald et tous les peintres de cette époque. Alors, s'il apprécie l'art du Nord, il a quelques problèmes parfois avec les littérateurs. En tous les cas, c'est ce qu'on peut imaginer à l'écoute et à la lecture de Là-bas, dont voici un extrait. Surtout une sorte de rejet de la littérature romantique. Il fait partie de cette jeune génération d'écrivains qui veulent s'inscrire en faute par rapport à cette période romantique. Et qu'est-ce qu'il reproche finalement dans le romantisme ? C'est le sentimentalisme ? Oui, un côté pastiche. Il dira de Victor Hugo par exemple qu'il avait un côté Orient et pastiche, à la fois bonne d'enfant et grand-père. Il aura des mots très durs sur Lamartine également, qu'il qualifiera
qualifiera de robinet des eaux tièdes. Quand il parlera de Stendhal, il critiquera sa langue qu'il trouvait très administrative, incolore, aride et tout juste bonne, disait-il, pour l'industrie du théâtre. Donc il fait partie effectivement de cette génération de romanciers à la recherche de neuf et surtout de recherche de faire une recherche qui vise à faire rentrer la modernité dans tout ce qu'elle inclut à l'intérieur du roman. Donc lui qui est anti-moderne recherche, au moins au début de sa vie littéraire, une modernité littéraire extrême. Absolument, il devient anti-moderne par la suite. À ses débuts, il est au contraire un chantre à la fois de la peinture moderne à travers l'impressionnisme, de l'architecture moderne. Il loue les bâtiments nouveaux construits au moment des expositions universelles, hormis la Tour Eiffel, sur laquelle il aura des mots également très... Il se demande comment on peut construire quelque chose d'aussi laid, tout simplement. Effectivement, oui. Mais à ses débuts, à la période naturaliste, effectivement, de Huysmans, il y a au contraire cette volonté de faire rentrer les machines, les usines, toute cette redécouverte également de la périphérie parisienne, de ces espaces totalement oubliés par la littérature, espaces industrieux et d'usines qu'il va faire rentrer dans la modernité. Donc c'est ça toute la problématique finalement de Huysmans, c'est le passage justement à l'anti-modernisme. C'est ça pour vous aussi ? Effectivement, c'est une rupture dans l'œuvre de Huysmans, qui n'est pas une constante. À partir d'une certaine époque, effectivement, il va totalement à la fois quitter Paris, on l'a entendu dans l'extrait, en particulier le milieu littéraire parisien, pour se concentrer sur soi-même, sur une recherche plus individuelle et intérieure qui le conduira à la dernière partie de son œuvre. Donc il y a la rencontre avec Zola, on tourne un peu autour depuis le début de cette émission. Il est allé en 1876 frapper rue Saint-Georges à sa porte pour lui présenter son livre Marthe. Et ensuite c'est un compagnonnage qui lui apporte quoi au fond ? Alors, avant d'être un compagnonnage, c'est que Huysmans se reconnaît tout à fait à l'époque dans l'esthétique de Zola. C'est-à-dire qu'il considérait que il ira la société à deux faces. Nous voulons montrer aussi bien, avec toutes les couleurs de la palette, il disait pustule verte ou chair rose, peu nous importe. La littérature doit tout montrer. Et donc il se reconnaît absolument dans l'idéal du roman naturaliste, avec cette soif de modernité. Il collabore d'ailleurs au recueil naturaliste des soirées de Médan, auquel il participe, et s'en suivra deux romans dans cette veine naturaliste, à la fois Les Sœurs Vattars, qui est le portrait de la condition ouvrière féminine, et En ménage, le roman des débâcles du couple avant de rompre en 1884 avec Zola et le naturalisme. Mais finalement, c'est pas ce qu'on retient le plus à la fin de Huysmans. La période naturaliste ? Oui. Non, effectivement, c'est vrai que À rebours, qui a été donc le grand roman qui a, comme il l'a dit lui-même, éclaté dans la jeunesse artiste comme une grenade à l'époque, va totalement et pendant un certain nombre d'années occulter à la fois son œuvre antérieure et même son œuvre tardive que l'on redécouvre aujourd'hui. Donc avec À rebours, c'est comme s'il sapait complètement les fondations du naturalisme. Zola ne lui pardonnera jamais d'une certaine façon. Et effectivement, Huysmans sort du rang à cette époque et va totalement rompre avec l'esthétique naturaliste édictée par Zola pour essayer d'ouvrir une voie nouvelle dans la littérature. Et il aura quelques échanges de mots un peu durs avec Zola qui ne le lui pardonnera pas. Et cette voie nouvelle, ce serait quoi ? Comment on pourrait la définir ? Alors cette voie nouvelle, c'était quelque chose qui à la fois exprimait quelque chose de très personnel chez Huysmans, c'est-à-dire des caprices un peu d'esthète, une sorte de rejet de la modernité, une volonté de s'enfermer dans l'artifice, dans un monde imaginaire, une redécouverte de l'onirisme que le roman naturalisme avait quelque peu mis de côté. Et donc tout cet univers lié à Mallarmé, Baudelaire et Verlaine également, qu'il va essayer de faire rentrer, cette esthétique nouvelle qu'il va essayer de faire rentrer dans le roman. Mais on a une idée de ce qui se passe finalement pour expliquer ce passage d'un naturalisme à totalement autre chose, qui est aussi, j'imagine, un bouleversement dans la vie de Huysmans lui-même, ou au moins dans la vie intérieure, parce que on a là deux projets qui semblent un peu s'opposer.
Effectivement, Huysmans, c'est-à-dire qu'autant Zola sera fidèle à la méthode naturaliste quasiment jusqu'à la fin de sa vie, autant Huysmans de l'Espagne, assez loin de Séville, de là où il vient. Et là, ça va être le début des aventures de ce Juan de Figueras qui va, de déboire en déboire, construire sa vie d'homme adulte. C'est vraiment un roman picaresque. Gattegno nous construit son roman en 7 livres, chapitrés les uns derrière les autres. Chaque début de chapitre nous donne un peu le fil de chaque partie du bouquin, et c'est comment ce Juan de Figueras, qui veut devenir prêtre, finit par devenir un vrai voyou et un vrai brigand. Voilà, c'est une histoire assez étonnante qui nous raconte aussi comment la religion peut transformer un pays et des gens en quelque chose d'assez improbable. Il y a peut-être un fond de Huysmans là dans ce livre-là. Ça peut. Oui. Dernière sélection, Georges Marc, c'est le livre de Cécile Ladjali paru chez Actes Sud, Bénédicte, mais Bénédicte avec une orthographe particulière. Un Bénédicte au masculin, sans E à la fin. Bénédicte Lodès est prof de littérature, donc là on sort vraiment du roman d'aventure, quoique l'aventure là est tout autre. Prof de littérature comparée, elle vit, ce professeur passe un semestre à Lausanne, dans l'université de Lausanne, un autre semestre à Téhéran, dans l'université de Téhéran, et va enseigner cette littérature comparée de cette littérature orientale et occidentale. Comment faire des ponts de littérature. Comment cette littérature orientale traditionnelle finalement a inspiré une partie de cette littérature occidentale. Comment y retrouver une espèce de modernité, là aussi on pourrait penser à Huysmans, que ces orientaux avaient inventé il y a bien longtemps. Et tout va se jouer là aussi sur l'ambiguïté de ce personnage. Bénédicte, est-il masculin, est-il féminin, son androgynie qui va faire fantasmer la plupart de ses élèves ou au contraire les rendre fous furieux en fonction de là où il se situe en Suisse ou en Iran. C'est un texte assez étonnant, assez sensible sur justement comment recréer des ponts entre ces deux mondes. Merci beaucoup Georges Marc, 3 formidables conseils. Merci. On peut vous retrouver à la librairie de l'Atelier, rue du Jourdain dans le 20e, du mardi au dimanche matin. Merci. N'allez pas, nous sommes avec Patrice Lockman qui a reçu justement le prix Goncourt de la biographie pour son ouvrage sur l'auteur d'À rebours. Alors c'est un écrivain, Patrice Lockman, qu'on pourrait croire misanthrope, qui est misanthrope, disons-le, mais qui a pourtant connu un grand amour. Vous avez commencé d'esquisser le portrait de cette Anna Meunier qu'il a rencontrée en 1872. C'est son seul et véritable amour ? C'est son seul et véritable amour, effectivement, dont on ne sait pas grand-chose. Il aura une relation avec elle pendant quelques années, jusqu'à ce qu'elle décède, effectivement, d'une maladie fulgurante. Et Huysmans restera célibataire jusqu'à la fin de ses jours, oui. Mais alors, on a l'impression que tout de même que c'est tout de même la seule personne qui a réussi à le comprendre vraiment. Oui, alors encore une fois, on a très peu de documents, on a très peu d'éléments sur la relation entre Anna Meunier et Huysmans, mais c'est plutôt à travers des témoignages de proches de Huysmans qui ont pu les connaître dans l'intimité que l'on a pu dresser ce portrait d'un couple finalement assez idéal, qui n'est pas forcément celui qu'on le retrouve dans ses romans. Alors, parce qu'on a l'impression justement que c'est le couple qui est à l'origine, qui est l'inspiration de son roman En rade. Est-ce que c'est le cas ? Parce que ça, c'est un vrai document, d'une certaine façon, sur leur amour. Absolument, oui. En rade, donc, ce roman un peu à part dans l'œuvre de Huysmans, qui est peut-être le seul roman véritablement romanesque en quelque sorte, puisque l'œuvre de Huysmans est assez dénuée d'intrigue et de narration. En rade, qui tient lieu un peu de pièce à part dans son œuvre, est le récit d'un couple. On peut dire Huysmans et Anna Meunier, effectivement, à cette époque, qui se mettent en rade, qui se retirent un peu de la vie parisienne et qui vont s'installer dans un château à la campagne, mais alors château qui s'avère véritablement un véritable cauchemar assez rapidement, puisque le château est hanté, il y a des chauves-souris qui volent dans tous les coins, la toiture rend l'âme et l'eau ruisselle de partout, donc encore une fois, les catastrophes s'amoncellent sur la tête du pauvre héros d'En rade. Et en même temps, on peut se demander si le héros ressemble à Huysmans, ce qui est quand même le cas. Comment se fait-il qu'il emmène Anna Meunier, qui est malade, dans cette espèce de château en ruine,
Qu'est-ce qui le conduit, Huysmans, à faire une chose pareille? Oui, alors il y a quelque chose d'assez romancé dans l'histoire. On ne sait pas si Huysmans a véritablement emmené Anna Meunier dans un château en ruine. En tout cas, il s'installe à l'époque dans une vieille maison. Et je crois plutôt qu'il prend modèle d'un château en ruine qu'il a pu voir précédemment pour créer cette intrigue. Non, il y a un parallélisme, évidemment, ça n'est pas la même chose. Absolument, qui s'instaure, oui. Oui. Et alors, il y a quand même un plaisir du château hanté, quand même, chez Huysmans. Il y a un plaisir de la ruine, non? Oui, il y a donc, c'est le moment où Huysmans prend un peu ce virage qui le conduira à son roman là-bas, vers cette esthétique un peu gothique et cet attrait pour la redécouverte à la fois du Moyen-Âge et de tout ce qui avait une certaine saveur un peu sulfureuse au XIXe siècle, c'est-à-dire ces sociétés secrètes, le renouveau un peu du satanisme auquel il va s'intéresser par la suite. Alors il aime les maisons bizarres. Il y en a une qui est un peu bizarre, c'est celle d'Edmond de Goncourt. Elle est juste à côté d'ici, près de la maison de la radio, dans la villa Montmorency. Je ne sais pas si vous avez pu y accéder, parce que c'est tout à fait fermé. Oui, la villa d'Auteuil, donc effectivement, Huysmans va après sa rupture avec Zola, se rapprocher d'Edmond de Goncourt, d'ailleurs dont il avait un certain nombre de caractéristiques qui pouvaient expliquer ce rapprochement, notamment cette recherche, cet amour du style et du mot rare. Il participera aux soirées d'Auteuil, il sera... Qu'est-ce qui s'y passe dans ces soirées d'Auteuil? Écoutez, pour ce que l'on sait de ce que Huysmans a pu en dire, donc Edmond de Goncourt reçoit ses invités allongés sur un divan et ce sont de grandes causeries littéraires, des échanges esthétiques sur la littérature, sur l'art, auquel Huysmans participe. C'est là qu'il fait la connaissance de Mallarmé, auquel il donnera une place importante dans À rebours, évidemment. Donc c'est là où finalement le monde des arts et des lettres de cette époque se rencontre, dans ce grenier d'Auteuil. Dans ce grenier d'Auteuil, effectivement, et c'est vraiment le dernier moment où Huysmans va participer à la vie culturelle, intellectuelle de son époque, puisque après avoir participé à ce lancement du naturalisme, puis ensuite avoir participé à ce milieu littéraire autour d'Edmond de Goncourt, il va totalement rompre avec Paris et avec le milieu littéraire parisien. Mais alors, ce qui le fait rompre, c'est peut-être aussi que, en parallèle de la vie de l'esprit, il a connu la vie de la chair, et que les plaisirs, à un moment donné, ont fini par le dégoûter de plus en plus. Oui, alors Huysmans, à une époque, effectivement, se plonge dans un certain nombre de quartiers un peu obscurs de la vie parisienne, à la fois peut-être à titre personnel, mais aussi pour se documenter, puisqu'il va chercher dans ces quartiers tout un matériau qu'il compte restaurer à l'intérieur de ses romans, c'est-à-dire d'écrire tous ces quartiers un peu à la marge. Il fréquente des tavernes fréquentées vraiment par des truands et des gens peu recommandables. Comme le bal du Château Rouge que vous décrivez assez lentement dans votre portrait. Comme le bal du Château Rouge, effectivement, qui est un lieu peu recommandable dans lequel Huysmans se rend. Alors Huysmans, c'est un peu particulier, travaillait au ministère de l'Intérieur, donc il avait l'impression d'avoir été pris pour un indicateur et il se fera une frayeur. Il sera pris dans une rixe entre toute cette population qui habitait cet endroit et qui habitait, parce qu'il y avait même des gens en effet qui dormaient jusqu'à 2h du matin au moment de la fermeture. C'est des vagabonds qu'on laissait dormir à cet endroit-là. C'est ça, on servait à manger et à boire au rez-de-chaussée à toute cette population parisienne, une sorte de cour des miracles encore à l'époque, et le premier étage était ouvert et les gens restaient dormir. Oui. Donc comment se fait cette translation d'une vie quand même qui comprend de la débauche à une vie qui va être de plus en plus une vie de l'esprit et ce rejet finalement de l'atmosphère par trop décadente qu'il a fréquentée jusque-là? Le passage se fait par l'occultisme, par le satanisme? Il y a un passage effectivement par la redécouverte du Moyen-Âge notamment, et du vieux Paris, c'est-à-dire que on n'en a pas beaucoup parlé, mais à une époque Huysmans a véritablement été le fer de lance de l'impressionnisme et aussi de l'architecture moderne.
Et à une certaine période, il va totalement s'écarter de ce mouvement et alerter en tout cas l'opinion et décrire un certain nombre de monographies sur des quartiers parisiens qui sont en train de disparaître. Ce sont les quartiers des Gobelins, de la Glacière, de la Butte aux Cailles ou en particulier le quartier de la Bièvre avec ses lessiveuses. Et Huysmans va redécouvrir un peu ce Paris de la marge et à travers lui le Paris médiéval, à travers des redécouvertes des églises parisiennes, que ce soit Saint-Séverin, Notre-Dame de Paris, qui le conduiront par sans doute une posture, ce qu'Antoine Compagnon appelait anti-moderne, c'est-à-dire de rejet à la fois de la modernité, mais par des écrivains qui sont en prise avec ce siècle de modernité, qui ont participé et qui voient la modernité comme une sorte d'arrachement à quelque chose, soit de réel ou de fantasmé, et qui voient disparaître un monde autour d'eux. Et c'est un peu à travers cette redécouverte du Moyen-Âge que Huysmans va s'intéresser à la figure de Gilles de Rais et composer son roman là-bas. Mais c'est également parce qu'il trouvait que, à travers le naturalisme et le réalisme naturaliste auquel il avait adhéré, il manquait quelque chose au naturalisme zolien et que le roman ne pouvait pas être seulement dans la description, mais qu'il manquait une sorte d'aspiration vers un idéal, alors que ce soit un idéal esthétique ou spirituel. Et il a recherché une voie nouvelle dans la littérature à travers là-bas notamment. Donc Gilles de Rais, c'est l'inspirateur de là-bas, mais ça n'est pas tout à fait le Gilles de Rais historique que nous décrit tout de même Huysmans, si. Oui, alors Gilles de Rais occupe une place finalement assez anecdotique, c'est le point de départ du roman. À travers lui, à travers la figure historique et sans doute un peu effectivement réécrite qu'en donne Huysmans, il va surtout s'appuyer sur cette figure pour faire découvrir tout un monde nouveau. On a parlé de la redécouverte des quartiers populaires de Paris tout à l'heure. Il va également fréquenter le monde du satanisme, des messes noires, se rapprocher un peu de ce milieu, s'intéresser énormément à toute la littérature sur l'alchimie, sur le phénomène des spirites qui connaissait un grand engouement également au XIXe siècle. Et c'est surtout à travers la figure, plus que de Gilles de Rais, du peintre flamand Matthias Grunewald, qu'il va véritablement... Célèbre tableau de crucifixion. Ces deux tableaux, effectivement. Le premier, la crucifixion, qui est exposée à Cassel, qu'il avait vu lors d'un voyage en Allemagne, et le second, qui est un retable exposé à Isenheim, en Alsace, qui représente effectivement un Christ, mais totalement pourrissant, avec des chairs sanguinolentes, quelque chose qui totalement invu dans la peinture de cette époque. Donc c'est un peintre allemand du XVe siècle. Et il va voir à travers cette œuvre une sorte de réconciliation possible entre cette volonté d'un réalisme cru, qui était celle du naturalisme, et d'une sorte d'élévation mystique vers quelque chose de supérieur. La compagnie des auteurs sur France Culture. Patrice Lockman, comment passe-t-on du satanisme, de cette révélation, qui est une révélation esthétique aussi, à la vue de ce tableau de Grunewald, la crucifixion, comment passe-t-on à ce qui semble être le bout du chemin, c'est-à-dire la conversion ? Alors c'est un lent mouvement en réalité qui avait commencé beaucoup plus tôt, vers 1879, lorsque Huysmans découvre l'art moderne et qui va l'amener progressivement, effectivement, lorsqu'il va rompre avec la modernité, à se tourner vers l'art primitif et en particulier l'art flamand, l'art allemand. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il découvre à travers cette œuvre de Grunewald une forme de réconciliation qui lui semble possible d'opérer également dans le roman entre ses aspirations au réalisme
et une sorte d'élévation mystique, et il forgera le concept de naturalisme spiritualiste ou de réalisme mystique qu'il accolera à ce roman là-bas, qui le mènera ensuite effectivement vers sa conversion et vers un genre à nouveau inédit qui sera le roman de la conversion littéraire, en dépassant cette deuxième étape de son œuvre qui était le passage par finalement ce roman noir qu'il appelait le roman noir là-bas, pour aller vers un roman blanc. Donc ça passe par une fréquentation de plus en plus assidue d'abord de l'église de Saint-Sulpice, mais ensuite par des retraites, et même plus que des retraites. Effectivement, Huysmans a tourné toute sa vie autour de l'église Saint-Sulpice. En réalité, il y a vécu quelques années dans son enfance, juste un petit appartement à l'ombre de la tour d'une des tours de Saint-Sulpice. Huysmans n'a guère quitté le 6e arrondissement. Pendant toute son existence, il a assez peu déménagé et toujours dans le 6e arrondissement. Et en 1895, effectivement, il opère une rupture, c'est-à-dire que Huysmans, qui avait été baptisé, mais se convertit au catholicisme, sur le plan littéraire également, et veut en faire un projet littéraire, de raconter sa conversion. Alors il fréquente à l'époque l'abbé Munier, qui était le confesseur parisien de tous les grands écrivains. Voilà, le Paris mondain et littéraire, qui l'envoie en retraite dans des trappes bénédictines. Il va à La Salette, il part dans la trappe d'Igny, à Solesmes, à Saint-Vendry également, et il va entreprendre à partir de 1895 le récit de cette conversion, c'est-à-dire l'invention d'un genre romanesque également nouveau, le roman de la conversion, qui connaîtra une grande prospérité à la fin du 19e et au début du 20e siècle, avec des figures comme Mauriac, Péguy ou encore Claudel, Paul Bourget. Et c'est comme ça qu'il entame et poursuit un cycle qu'on appelle le roman de Durtal, puisque ce personnage revient dans les différents romans. Il y a Là-bas, En route, La cathédrale, L'Oblat aussi en fait partie. Et L'Oblat, tout à fait. Donc oui. C'est plus qu'une trilogie, en réalité. Effectivement, c'est une série de 4 romans dans lequel on suit un personnage, Durtal, qui est un peu le double de Huysmans, et à travers laquelle il va effectivement retracer toutes les étapes depuis sa conversion, racontées En route en 1895, à travers une redécouverte également de l'art médiéval et de l'architecture médiévale dans La cathédrale, qui est en réalité, là on s'écarte énormément du roman, c'est pratiquement un essai sur la cathédrale de Chartres, puis plus tardivement avec L'Oblat, qui fait le récit on y reviendra sans doute, de son entrée en oblature à Ligugé. On peut redire justement ce que c'est que l'oblature et qu'un oblat, c'est un terme qu'on a peut-être un petit peu oublié en cette année 2018. Et effectivement, donc l'oblat est une personne qui prononce des vœux monastiques, qui participe à la vie d'une communauté, mais tout en vivant en dehors du cloître. Et Huysmans, à une époque où il prend sa retraite donc du ministère de l'Intérieur, retraite au sens propre et figuré, puisqu'il part en retraite à Ligugé, il laisse derrière lui toute sa vie parisienne et il choisit de s'installer à Ligugé, dans la Vienne, dans un monastère, l'abbaye bénédictine de Saint-Martin, où il va mener sans doute les quelques années les plus douces de son existence. C'est vraiment la fin du chemin et la fin de la route. C'est vraiment la fin du chemin, effectivement, puisque il sera amené à partir de 1903 à revenir à Paris, toutefois, puisque la loi Valdez-Crousseau, qui va dissoudre les congrégations religieuses, expulsera les bénédictins de Ligugé vers la Belgique, et Huysmans rentre à son plus grand regret à Paris. Donc il va tout laisser derrière lui de sa vie séculière et n'emporter que les 3000 livres de sa bibliothèque. C'est ça, la paix enfin trouvée. Exactement, il se sépare de tout et alors il sera amené quand même à revenir à Paris en 1901, puisqu'on peut en dire un mot, on a parlé d'Edmond de Goncourt tout à l'heure. Edmond de Goncourt l'avait désigné comme exécuteur testamentaire et dans son testament, il avait la volonté de voir créer une académie qui décernerait chaque année un prix à de jeunes romanciers talentueux. Et Huysmans sera le premier président de l'Académie Goncourt, et c'est lui qui remettra le premier prix en 1903, le
premier prix Goncourt. Donc ce sera un bref retour sur Paris depuis Ligugé. Il meurt d'un cancer de la mâchoire. Il meurt le 12 mai 1907, effectivement, dans des souffrances assez atroces, à Paris, dans le 6e arrondissement, là où il était né. Et des visiteurs anonymes vont aller garnir sa tombe et la décorer notamment d'un exemplaire du Satyricon. Je n'ai pas le temps de vous faire commenter ce dernier fait, Patrice Lockman. Merci beaucoup, en tous les cas, pour cet éclairage sur la vie de Joris Karl Huysmans. Je rappelle que vous avez donc été lauréat en 2007 du prix Goncourt de la biographie. Ce n'est que justice quand on travaille sur Huysmans. Votre ouvrage Huysmans, Le forçat de la vie, est paru chez Bartilla. Vous avez également préfacé le roman de Huysmans qui s'appelle Emménage, paru en 2015 aux éditions des Équateurs. Demain, nous parlerons du roman À rebours de Huysmans. Ce sera avec Françoise Courte-Pérez. Mais tout de suite, on retrouve évidemment, comme chaque jour, la poésie avec Jacques Bonafé. Bonjour à tous. Ouvrons ce livre sur la table, Hors de la colline de Vadim Kosovoï. Ouvrons ce livre à faire pâlir les bibliophiles qui nous a été transmis par Manouchak Fachaï, la réalisatrice, et qui lui venait d'Irina Emelianova, belle-fille de Boris Pasternak et épouse de Vadim Kosovoï. Si je l'ouvre à la page de présentation, je vois que la version française de l'auteur est faite avec la collaboration de Michel Deguy et de Jacques Dupin. Ben voyons. Postface de Maurice Blanchot, avec des illustrations de Henri Michaud. Voilà, je vous le présente, on va quand même pas se faire prier. À la page 101, encore une variation, sur un poème de Lermontov. Je voudrais, aux brumes de la peine, seul et non pour l'ombre de ses chants, m'endormir, même si l'autre à la traîne vient au cœur penché obscurément. Au désert, quelle paix à l'écoute, non qui dort pénible de quitter, sur la terre en bleu, croulant la route, moi les étoiles l'ont barré. Sans rancune, ce n'est rien sur terre, d'un sommeil de l'âme plus au fond qu'un de plomb, voudrais-je ni repère, même obscur, si c'est à qui la faute, d'un plus doux que la peine est si douce, non lui l'autre, pour qu'en sommeil aussi moi j'oublie vos nuits qui vertes poussent, et la mienne nulle trace laissée, m'endormir, à fondre moi la glace, larmes à peine au cœur pour le captif, qu'à vos murs cataleptiques il fasse entr'ouvrir la bouche au bleu d'apic. Voilà. On s'interrompt, on peut dire là que les mots viennent se fracasser sur la page, sous nos yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ou bien on peut se souvenir de Mallarmé, par exemple. Là, de l'amer repos, où ma paresse offense une gloire pour qui jadis j'ai fui l'enfance adorable des bois de rose, sous l'azur naturel. Et plus là, cette fois, du pacte dur de creuser par veiller une fausse nouvelle dans le terrain avare et froid de ma cervelle, fossoyeur sans pitié pour la stérilité. Que dire à cette aurore, aux rêves visités par les roses, quand peur de ces roses livides, le vaste cimetière unira les trous vides. Je veux délaisser l'art vorace d'un pays cruel et souriant aux reproches vieillis que me font mes amis, le passé, le génie, et ma lampe, qui sait pourtant mon agonie, imiter le chinois au cœur limpide et fin de qui l'extase pure est de peindre la fin sur ces tasses de neige à la lune ravie, d'une bizarre fleur qui parfume sa vie, transparente. La fleur qu'il a sentie enfant, au filigrane bleu de l'âme se greffant. Jacques Bonafé, merci. Vous consacrez cette semaine au lien entre Vadim Kosovoï et Stéphane Mallarmé.